Donc, bienvenue à tous au nouvel épisode du podcast Hypercroissance. Pour les gens qui écouteront ce podcast sur YouTube, vous m'excuserez un peu de l'éclairage pour l'introduction. Je voulais absolument vous faire une introduction aujourd'hui pour le podcast et j'étais dans un endroit différent de l'habitude. Donc, c'est ce qui cause un petit peu l'éclairage différent. Ceci étant dit, je veux vous parler du podcast du jour. Donc, le podcast du jour se fait avec l'équipe de Gourou, donc littéralement le breuvage Gourou qui est excessivement populaire partout au Canada, partout en Amérique du Nord, aux États-Unis également, qu'on le retrouve depuis un bon bout de temps. Déjà, maintenant, c'est Carl Goyette, le président de l'entreprise, qui est avec nous aujourd'hui pour nous parler de cette belle histoire-là. Et histoire drôle, Gourou, ça faisait longtemps qu'on voulait les avoir sur le podcast et on a eu la chance récemment de parler avec Carl. Il a décidé de vouloir se prêter au jeu et de venir nous expliquer un petit peu l'histoire de son aventure chez Gourou. Parce que pour vous parler un petit peu du contexte, Carl Goyette n'est pas le fondateur de Gourou. Il est arrivé il y a quelques années de cela maintenant. Et à partir de là, l'organisation n'était pas une organisation comme elle est aujourd'hui. Pour que les gens le sachent, Gourou est maintenant une organisation qui est cotée en bourse. À la base, quand il est arrivé, c'était une entreprise privée qui faisait beaucoup moins de revenus. Si ma mémoire est bonne, on parle d'à peu près 5 millions de chiffre d'affaires à son arrivée. On est au-dessus, pardonnez-moi, de 30 millions de chiffre d'affaires avec l'organisation au moment où on se parle. C'est pour vous dire un petit peu la croissance que l'entreprise a été capable d'avoir depuis son arrivée. Spécialiste du marketing, de la mise en marché, de la commercialisation, Carl nous explique un petit peu pendant l'entretien comment il a été capable d'amener sa pierre à l'édifice et de faire en sorte que Gourou soit capable de passer à un autre niveau à travers les dernières années. On parle également des défis qu'ils ont au moment où on se parle pour s'intégrer au sud de la frontière, une pénétration qui se déroule bien, mais qui demande une approche quand même différente à ce qu'on doit faire quand on veut percer, disons, par exemple, le marché canadien. Donc, deux choses totalement différentes. Un entretien qui est assez intéressant parce qu'on parle ici vraiment d'un professionnel, Carl, qui a eu une carrière assez, je dirais, importante dans d'autres organisations par le passé et qui nous parle un petit peu de son rêve qui était littéralement de rejoindre Gourou. C'est une organisation qu'il regardait depuis assez longtemps et finalement, il y a eu une opportunité qui s'est présentée à un certain moment donné. Carl voulait se lancer à son compte. Finalement, il y a eu une opportunité d'intégrer Gourou. Il a été capable de le faire, d'acheter des actions de l'entreprise et depuis, il est président et les choses vont excessivement bien pour l'organisation. Donc ça, c'est pour le podcast du jour. Mais également, vous l'avez peut-être entendu au dernier podcast d'Hypercroissance, c'est maintenant officiel. On fait le premier événement en présentiel le 24 mai prochain à l'Hôtel Alt de Montréal dès 18h. L'événement va se nommer Panel d'hypercroissance. Il y a encore des billets disponibles, mais il n'en reste plus beaucoup. On a limité l'événement à 50 personnes seulement et en l'espace de 24 heures, on ne s'attendait pas à vendre autant de billets. Donc, faites vite si vous voulez venir à l'événement du 24 mai prochain. Achetez votre billet le plus rapidement possible parce que ça part beaucoup plus rapidement que ce que je l'aurais pensé et on n'a même pas encore annoncé les invités. Et cet événement, Panel d'hypercroissance, peut uniquement avoir lieu grâce à nos commanditaires. Donc, le premier commanditaire pour l'événement, c'est Axéo. Peut-être que vous les connaissez mieux au nom de Acomba, qui est un logiciel de comptabilité qui aide plus de 40 000 PME partout à travers Québec. Un logiciel de comptabilité Acomba, Axéo, qui est là depuis plusieurs années, des dizaines d'années maintenant. Donc, si vous voulez tester leur solution. Si vous voulez encourager une entreprise québécoise, allez tester leur solution. Il y a un lien dans les notes de l'épisode avec lequel vous allez pouvoir, bien entendu, tester leur solution et voir par la suite si ça peut être un bon logiciel pour vous. C'est des gens qu'on connaît chez Axéo et c'est des gens qu'on recommande. Le deuxième commanditaire de cet événement, c'est Hello Darwin. Hello Darwin, qui est une plateforme technologique québécoise également, qui vous aide à trouver votre partenaire marketing parfait pour votre entreprise. Hello Darwin, c'est une application que j'ai utilisée maintes et maintes fois pour trouver des gens qui pouvaient nous aider pour G7 Media. Également, ce qui est fantastique maintenant avec Hello Darwin, c'est qu'ils offrent un système, ou plutôt un service d'accompagnement pour vous aider avec les différentes subventions qui sont offertes par le gouvernement. Donc, si ça vous intéresse, allez jeter un petit coup d'œil à leur site Internet. Encore une fois, les liens sont dans les notes de l'épisode. Sur ce, je vous souhaite un excellent podcast avec Carl Goyette et j'espère que, comme à l'habitude, vous allez aimer l'entretien.
Carl Goyette, vous êtes président et CEO de Gourou, une entreprise spécialisée dans les boissons énergétiques biologiques. Depuis votre arrivée en 2014, vous avez été capable de faire x6 sur les revenus en passant de 5 à 30 millions de revenus annuels et vous avez également été capable, avec votre équipe, de réussir votre entrée publique en 2020. Carl Goyette, merci beaucoup d'être sur le podcast Hypercroissance aujourd'hui. Merci de l'invitation. Et Carl, avant de rentrer dans notre entretien, de parler de ton histoire personnelle, de la belle histoire également de croissance de Gourou, est-ce que ce serait possible pour toi de nous expliquer en détail ce qui différencie un gourou des autres joueurs qui ont également des boissons énergétiques sur le marché? C'est une question que j'ai souvent. En fait, il y a peut-être deux réponses à ça. La première, c'est définitivement, il faut commencer par le produit. Le produit est très différent. Donc, les boissons énergisantes traditionnelles sont faites avec une longue liste d'ingrédients chimiques, alors que Gourou est fait avec une courte liste d'ingrédients naturels et biologiques. Ce que ça veut dire concrètement, c'est qu'on utilise de la caféine naturelle qui provient du thé vert. On n'utilise jamais de sucre de maïs modifié. On n'utilise jamais d'aspartame, de sucralose. Donc, juste des bons ingrédients qui sont bons pour la santé et qui procurent la bonne énergie. Ça, c'est la première partie, c'est le produit. La deuxième partie qui vient avec cette bonne énergie-là, ben, c'est un positionnement de marque. C'est la marque qui est différente. Donc, non seulement le produit qui est différent, mais la marque est positionnée très différemment des autres. On encourage, avec cette bonne énergie-là, ben, des activités pour un corps sain, dans un esprit sain. Donc, on est beaucoup plus dans l'accomplissement de soi, dans le sport, dans le plein air, dans la performance, au travail, autant donc physique et mental. On est beaucoup plus là que ce qui a bâti le succès des boissons émergentes traditionnelles, le sport extrême, le sport motorisé, les activités risquées. Donc, un positionnement de la marque s'adresse plus à une clientèle plus urbaine, avec des valeurs plus progressistes, qui a aussi à cœur naturellement sa santé. Donc, c'est vraiment, je dirais, le produit et la marque sont les deux choses qui différencient. Intéressant. Bon, on va faire un petit retour en arrière, Carl. Tu as eu des emplois quand même assez importants dans l'industrie des biens de consommation, dans le domaine de la vente, dans le domaine du marketing. Tu es arrivé finalement chez Gourou un petit peu plus tard dans ta carrière, en 2014. Mais avant d'arriver chez Gourou, avant d'avoir un rôle autant important que de présider une organisation qui est maintenant une entreprise cotée en bourse, peut-être tu peux nous parler un petit peu des apprentissages que tu as fait dans le passé qui t'ont aidé tranquillement à travers le temps à devenir un meilleur gestionnaire. Qu'est-ce qui t'a fait penser ultimement que tu avais les épaules, tu étais prêt pour avoir un rôle encore plus important dans une plus grande entreprise? Ça s'est fait tout naturellement, mais depuis que je suis tout petit, moi, je me suis pas posé de questions quand j'étais jeune. Là, depuis que j'étais tout petit, je disais à ma mère que j'allais être un président de compagnie. C'était drôle un peu. Je viens d'une famille avec des entrepreneurs, background entrepreneurial. C'était clair pour moi depuis mon jeune âge que j'allais étudier en administration, marketing, vente, gestion exécutive. J'ai étudié au HEC. Quand j'ai gradué au HEC, ben là, tu gradues, j'avais des offres de rentrer dans les grandes entreprises. J'étais quand même curieux. Fait que j'ai fait ça. Puis j'ai eu beaucoup de succès dans ça. Rapidement, avoir des promotions une après l'autre en vente au début, puis après ça en marketing, en gestion. Puis il y avait énormément d'apprentissage dans ça. Peut-être une de mes plus grandes forces en grande entreprise, c'était le fait que j'étais très entrepreneurial, très axé l'action, les résultats, prendre des risques. C'était aussi un de mes plus grands défauts en grande entreprise, de peut-être vouloir aller trop vite, de pas porter assez d'attention à la politique, les processus. Mais je dirais que c'est ça que ça m'a appris. Ça m'a appris justement, il y a beaucoup de rigueur, de discipline, les bases du professionnalisme que tu apprends dans les grandes entreprises, les structures, les processus, aussi les meilleures pratiques de gestion de ressources humaines, bâtir des équipes. Donc, il y a énormément, honnêtement, je suis très, très, très reconnaissant de ça, énormément d'apprentissage. Je pense que ça a forgé un peu ça m'a permis de rester peut-être garder mon cœur entrepreneurial, mais avec une tête un petit peu plus de grande entreprise. Intéressant. Mais bon, 2014, tu fais ton entrée chez Gourou. Comment ça se déroule? Parce que souvent, quand on parle avec les gens qui viennent sur le podcast, c'est des processus qui... puis tu vois, je parlais littéralement il y a quelques jours de ça avec Navid Mansouri, qui est chef des finances chez l'entreprise Dialogue.
et qui nous parlait un peu de son entrée chez Dialogue. Et on a une grosse équipe de chasseurs de tête qui sont sur son cas depuis un bon bout de temps déjà, qui veulent l'avoir dans l'organisation. Comment ça s'est fait de ton côté? Est-ce que c'est de manière un petit peu par hasard? Est-ce qu'on t'avait ciblé par des équipes de recrutement et on voulait finalement t'avoir dans l'entreprise? Pas du tout. Moi, j'étais dans une démarche là où j'en avais assez des grandes entreprises, puis je voulais justement vivre une expérience plus entrepreneuriale. J'étais assez chanceux à ce moment-là d'avoir réussi à payer ma maison. Puis donc, j'étais prêt à réhypothéquer ma maison pour acheter une entreprise. Je magasinais. Oh wow, OK. C'était vraiment une idée, je voulais investir dans une entreprise. Donc, je rencontrais un paquet d'entrepreneurs. Puis dans ce contexte-là, j'ai rencontré Joe, qui est mon partner, qui est devenu mon partner, et qui était un des deux fondateurs, donc Joe et Eric, qui étaient deux des fondateurs de Gourou. Vraiment pas dans l'optique d'aller travailler pour Gourou. Je dans une entreprise qui avait des milliards de ventes. Où je savais à ce moment-là, moi, j'étais un fan de Gourou depuis 99. J'avais un peu l'impression, j'avais une superstition dans ma jeune carrière que quand j'avais un meeting important, il fallait absolument que je prenne un Gourou, sinon ça allait pas bien aller. Ce Gourou était même le drink officiel de mon mariage en 2002. Je savais pas que j'allais travailler pour Gourou un jour, mais j'étais un fan de Gourou. Mais c'était une très petite entreprise, 5 millions de chiffre d'affaires à ce moment-là. Donc, j'allais vraiment jaser avec eux dans le contexte de vouloir comprendre l'histoire, puis savoir s'il y avait des gens qui connaissent l'industrie, des entreprises qui pourraient être à vendre. Puis ça l'a vraiment connecté. Et on s'est vraiment connecté. Puis à ce moment-là, ce que je savais pas, c'est qu'il y avait des mouvements, il y avait des changements qui s'opéraient à l'interne avec les partners. Fait que j'ai eu l'occasion de me joindre, mais très rapidement de me joindre et aussi de devenir un des partenaires. J'ai pas acheté Gourou à ce moment-là, mais j'ai acheté des parts, une bonne partie des parts des partenaires qui ont quitté à ce moment-là. Et dis-moi un peu, j'aimerais qu'on décortique un petit peu tout ça ici, c'est-à-dire que tu rencontres les fondateurs de Gourou. On pourrait dire qu'il y a une bonne connexion qui se fait. Et est-ce que c'est dès le départ, on te dit, écoute, il y a une partie de l'actionnariat qui se libère, il y a de la place, ou est-ce que tu as commencé à travailler dans l'organisation et plus tard, les communications, les discussions autour de ça se sont faites? Comment tout ça s'est mis en place? Quelle a été la séquence d'événements ici? Mais dès le départ, c'est sûr que dans les discussions, moi, c'était clair que si je rentrais dans une entreprise, c'était pour avoir des parts de l'entreprise. Je les rencontrais dans le contexte que je voulais acheter une entreprise. Donc, il n'y avait rien de tout ça qui était confirmé. Pas du tout. Mais il y avait un plan établi, avec un plan d'options, d'achat d'actions, etc. Mais les circonstances ont fait que c'est arrivé plus rapidement et dans une plus grande magnitude que prévu. Et c'était quand même, à ce moment-là, ça faisait quelques années que Gourou était une marque il y avait eu une belle croissance au début, mais que les ventes étaient stables. Il n'y avait pas de croissance. De là, la tension un petit peu entre les partenaires. C'est quand même risqué à ce moment-là, c'est une très petite entreprise de breuvage. Fait que moi, de réhypothéquer ma maison au complet, à peu près tout ce que j'avais pour rentrer, prendre des parts chez Gourou, c'était vraiment une expérience très, très, très entrepreneuriale, mais je croyais tellement au potentiel de Gourou, puis je croyais tellement que cette industrie-là devait changer. Je trouvais que ça avait déjà, là, en 2013, 2014, ça avait pas de sens là, que les gens consomment autant de produits chimiques pour de l'énergie quand il existe une solution naturelle. Fait que j'y croyais beaucoup. Je croyais aussi que mes forces, mon expérience en vente et marketing pourraient faire une différence. Clairement, et soyons honnêtes, c'est une organisation qui se doit d'avoir une présence excessivement forte en vente et en marketing pour croître. Ce sont des types d'organisations, on l'a vu, les autres grandes organisations qui sont des boissons énergétiques dans le monde, à la base, ce sont des entreprises de marketing, si on les analyse bien. J'aimerais revenir un petit peu sur ce plan. Tu nous as parlé qu'il y avait un plan. Un plan pour un rachat d'actions, mais ultimement, si on analyse ton parcours dans l'organisation, tu rentres en 2014, 2015, t'es VP Vente Marketing, il y a un petit peu d'évolution qui se fait, et ultimement, en 2019, tu deviens président. Est-ce que ça faisait partie du plan, ça, ou ça a été fait de manière, sans faire de mauvais jeu de mots, organique? J'allais dire la même chose, ça s'est fait vraiment de façon naturelle et organique. Il n'y avait pas de plan tracé direct. Il y avait des discussions, naturellement. Eric et Joe me voyaient comme une relève pour l'entreprise. Ils voulaient passer à autre chose? Mais ils savaient qu'il y avait besoin de talent, de relève, d'une expertise différente. Puis ça s'est fait naturellement dans le sens que je suis rentré, puis au départ, c'était un gros focus vente et marketing. Mais comme tu l'as dit, le cœur de l'entreprise, c'est les ventes et marketing. Rapidement, la stratégie corporative, c'est moi qui la faisais. Je suis rapidement devenu
le porte-parole pour l'entreprise, autant avec les clients, avec les investisseurs, avec les médias, avec les employés. Donc, la stratégie, porte-parole, les investisseurs, ça s'est fait naturellement qu'à un moment donné, ça devenait une évidence que j'étais maintenant prêt pour prendre le rôle de CEO. Mais d'une façon hyper transparente, hyper agréable avec mon partner Joe. On faisait ça ensemble. On était vraiment comme deux partenaires qui géraient cette business-là, puis on se partageait des responsabilités, puis on essayait de maximiser nos forces, là. C'était vraiment dans ce contexte-là. Et bon, tu le dis, l'organisation avait atteint un certain plateau au niveau des ventes. Tu sentais que ça grandissait pas assez à ton goût. Concrètement, c'est quoi le diagnostic que tu fais de l'organisation en 2019 quand on te donne les clés de la présidence puis qu'on te dit, là maintenant, c'est toi qui nous amène à la prochaine phase de croissance? Qu'est-ce que tu as analysé? Quel diagnostic tu fais de l'entièreté de l'organisation? Ben à ce moment-là, on avait déjà eu, tu sais, quand je suis devenu président, on avait passé de 5 millions à 24 millions. On avait déjà comme presque quadruplé les ventes à ce moment-là. Donc, il y avait un certain croissance ou un momentum dans l'entreprise. Donc, c'était plus, on voyait qu'on avait ça. Une grosse partie de notre croissance se passait quand même encore au Québec, avec une bonne partie aussi aux États-Unis dans le segment des aliments naturels. On commençait notre percée en Californie. Une chose qui est claire dans l'industrie du breuvage, c'est que c'est une industrie qui demande beaucoup de capitaux. Ça, c'était comme évident. C'est pour se battre contre Red Bull et contre Monster dans l'univers des Coke, des Pepsi, d'être capable de faire du marketing qui nous démarche. Même si c'est un bon produit, il faut quand même que les gens le découvrent, le connaissent. À ce moment-là, on était dans un contexte où on voulait faire des rondes de financement. Des rondes de financement pour accélérer rencontrer des investisseurs privés. Le mindset, c'était Carl reprend la présidence, Carl va rencontrer des investisseurs, faire une ronde de financement, puis continuer à accélérer la croissance, mais surtout hors Québec. Sans nécessairement jamais prendre pour acquis ce qu'on a au Québec, mais de répliquer ce succès-là au Gourou et la troisième marque de boissons énergentes au Québec et la première marque parmi les 18-25 ans. C'est de prendre ça puis de dire comment on amène ça dans le reste du Canada, dans l'Ontario, dans l'Ouest, puis aussi aux États-Unis en focusant plus sur la Californie. C'était vraiment plus seul place, plus une continuation ou une accélération, mais avec plus de moyens de financement. Et comment qu'on rentre en Californie? Comment qu'on fait pour percer au sud de la frontière? C'est une question tellement posée, très rarement bien répondue, mais que tout le monde aimerait savoir. Comment qu'on s'y prend? Parce que soyons honnêtes, si on regarde les chiffres au moment où on se parle et je regardais vos derniers états financiers que vous avez sortis par rapport à vos ventes du Q4, vous avez fait une croissance de 43% sur votre année dernière, mais 87% de plus de croissance aux États-Unis. Donc, je veux juste le mentionner pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui. Vous avez trouvé une manière, ou du moins, les choses avancent pour vous aux États-Unis. Donc, comment on s'y est pris? Les choses avancent, mais tu sais, jamais j'aurais la prétention de dire que c'est facile. Quand on raconte l'histoire comme ça a l'air facile, mais on rencontre énormément de difficultés et de défis, et encore plus aux États-Unis. Donc, jamais je voudrais laisser l'impression que it's a walk in the park aux États-Unis. Je dis toujours, mon stratégie, la clé, c'est de bien faire des choix. Il y a énormément de choix à faire parce que les opportunités sont énormes. La liste d'opportunités est énorme. Il s'agit d'avoir la discipline, d'être capable de dire non à certaines opportunités. Nous, on a peut-être le bénéfice. C'est une des choses qu'on a, c'est le bénéfice d'avoir de l'expérience parce que ça fait quand même longtemps que la compagnie existe. Donc, il y a un paquet d'erreurs qu'on a déjà fait, qu'on n'est pas prêt à répéter. Lesquels? Aux États-Unis, c'est tellement facile de dépenser énormément d'argent rapidement parce que le marché est tellement grand. Je donnerais un exemple. C'est l'exemple classique, là, spécialement pour les entrepreneurs, les gens des banques. Il y a deux axes de croissance pour une compagnie de breuvage. Il y a naturellement l'axe de distribution, mais aussi l'axe de créer la demande, la vélocité. Les deux sont extrêmement difficiles. D'être sur les tablettes, c'est difficile. De créer la demande, faire le marketing pour que les gens commencent à boire le produit, c'est extrêmement difficile. Mais celui de la distribution, je serais maintenant prêt à conclure qu'il est un petit peu plus facile. Un petit peu plus facile. Donc, ça devient, avec une bonne histoire, un bon produit, un bon vendeur peut faire le tour des États-Unis puis convaincre plein de détaillants de te mettre sur la tablette. Et ça, c'est juste le début de l'histoire parce que rentrer sur la tablette sans les ressources
pour venir supporter ces bannières-là au niveau des promotions, au niveau du marketing, au niveau des annonces en magasin, des présentoirs en magasin, ben, tu sais déjà que ça va mal finir. Tu sais que tu rencontreras pas les objectifs des détaillants et donc tu vas rentrer, tu vas ressortir, tu peux jouer à ce jeu-là, rentrer, ressortir. Il y a tellement d'entreprises. Fait que c'est d'avoir la discipline de choisir, de bien comprendre c'est qui le consommateur de Gourou, c'est quoi leur comportement d'achat, puis dans quelle bannière ça vaut la peine d'investir parce qu'on pense qu'on va avoir beaucoup de succès. Et être capable de dire non à des bannières où on pense qu'on n'aura pas de succès. Puis ça, c'est extrêmement difficile. Quand tu as une bannière qui veut acheter une quantité importante de Gourou, c'est extrêmement difficile de dire non, on n'est pas prêt. Ce sont un des exemples. Si on parle de pénétration de marché, comment on s'y prend? Parce que ça peut, comme tu l'as dit, être facile de juste faire de la pub et espérer que ça fonctionne. Mais j'imagine qu'avec l'expérience que vous avez maintenant, vous avez une structure de choses à faire et de choses à ne pas faire pour faire connaître une marque dans un État particulier. Est-ce qu'on attaque toutes les États-Unis? Est-ce qu'on attaque des villes précises? Qu'est-ce qu'on a découvert en stratégie de pénétration ici? C'est plus un type de consommateur. Parce qu'on est rendu à un point, spécialement là, avec notre stratégie de croissance aux États-Unis, où on peut être beaucoup plus précis dans notre stratégie de distribution et de marketing. Donc, on comprend bien dans quelle bannière, avec quel genre de consommateur on va avoir de succès, et on comprend bien l'inverse aussi. Exemple, tu sais, on a eu énormément de succès et de croissance, encore une fois, organique dans des magasins d'aliments naturels. Comme notre plus gros client, c'est Whole Foods. Puis Whole Foods, on est là depuis 2005, bien avant que j'arrive chez Gourou. On a une croissance année après année chez Whole Foods. Les consommateurs qui magasinent chez Whole Foods des États-Unis, qui sont principalement dans des grands centres urbains, consommateurs éduqués, avec des valeurs progressistes, qui font attention à leur santé, c'est beaucoup plus facile d'avoir du succès. Puis je reprends, c'est des exemples. Il y a d'autres bannières qui ressemblent à Whole Foods, comme il y a une bannière qui est hyper haut de gamme en Californie, autour de Hollywood, West Hollywood, Santa Monica, qui s'appelle Air One. C'est une bannière dans laquelle Gourou est la marque numéro 1. On a 35% de part de marché dans ces magasins-là. Puis vraiment, la clientèle de ces régions-là adore Gourou. Après ça, tu pars de ça, puis tu dis, bon, mais ça, c'est ma clientèle. Naturellement, les consommateurs Whole Foods, Air One, Bristol Farms, Mother's Market, ils font pas juste leur épicerie-là. Où est-ce qu'il y a aussi ces genres de magasins, de profil-là? Le profil de consommateurs-là magasinent aussi beaucoup en ligne. Consommateurs, col blanc, travaillent pas d'un bureau, soit travaillent de la maison. Très, très facile pour eux de commander sur Amazon. Très à l'aise dans un monde digital, ils font livrer à la maison. Donc, parfois, ils nous découvrent chez Amazon. Parfois, ils nous découvrent chez R1, mais après, ils vont le commander en ligne et faire livrer chez eux. Donc, Amazon, super cool, vecteur de croissance. Même chose avec Costco. Costco est un consommateur beaucoup plus premium, plus éduqué, qui cherche des produits qui sont plus sains. Costco est le plus gros détaillant de boissons, pas de boissons, mais d'aliments bio aux États-Unis. Plus gros que Whole Foods. C'est extrêmement difficile de performer chez Costco. Après, les attentes de vélocité, les attentes de vente sont extrêmement élevées. Donc, y aller avec discipline dans les régions où on pense qu'on va avoir plus de succès, de le supporter avec l'échantillonnage, des promotions de magasin. Donc, c'est vraiment plus une discipline. En anglais, on dit être methodical, mais c'est vraiment être méthodique par rapport à dans quelle bannière on va lister nos produits, dans quelle bannière on va investir pour maximiser nos chances de succès. Versus y aller avec une autre approche, qui est une approche dans l'industrie qu'on appelle spray and pray. Donc, t'arroses, puis tu fais ta prière, puis t'espères que ça va fonctionner. Ouais. Un bon vendeur part, puis il arrose partout, t'espères que ça va fonctionner. Ça, on n'est plus là. C'est beaucoup plus dans la précision que dans le spray and pray. Mais ça demande une discipline de dire non, encore une fois. Parce que avec spécialement en bourse, vouloir donner des rendements aux investisseurs, on pourrait dire, hey, on va aller chercher plein de listings partout, puis on va avoir 2 bons trimestres, 3 bons trimestres, mais on sait que l'année d'après, ça va être plus difficile. Bien sûr. On a parlé beaucoup de distribution dans des magasins physiques. Qu'en est-il de la croissance en ligne? Parce que j'ai vu que ça s'est amélioré, ça a grandi assez vite chez vous. Bon, on le sait, il y a eu vraiment une forte recrudescence pendant le COVID avec beaucoup d'organisations qui ont vu des ventes en ligne qui, avant, ne voyaient pas ces mêmes ventes. Est-ce qu'on est dans un scénario similaire ici où les ventes en ligne, ça continue de bien aller, même dans une période post-COVID? Ça continue même d'accélérer après la COVID. On se posait tous la question à savoir si ça avait été un bump-up COVID parce que les gens travaillaient de la maison, mais nous, ça a continué.
Ça a continué. Ça a été toujours, pour nous, ça a toujours été, ça fait longtemps là, qu'on se concentre sur ça. Ça a jamais été le principal canal de distribution. On a toujours trouvé qu'il y avait comme un rôle à jouer pour ça. On voulait s'assurer que le consommateur ait le choix, mais on veut pas que le en ligne compétitionne les magasins au détail, spécialement au Canada. Donc, notre focus est vraiment plus aux États-Unis parce que ça nous donne accès à l'ensemble des États-Unis. Ça compétitionne pas vraiment contre nos détaillants. Parce que le en ligne, premièrement, on a beaucoup moins de détaillants, beaucoup moins de distribution aux États-Unis. Ça, c'est la première dimension. La deuxième dimension, c'est que notre plus gros client aux États-Unis, c'est Whole Foods. Amazon est propriétaire de Whole Foods. Fait qu'il y a une belle synergie entre les gens qui sont Prime Member, qui magasinent chez Whole Foods, qui peuvent en acheter des canettes quand ils sont chez Whole Foods, en acheter des caisses quand ils reviennent chez Amazon. Il y a une belle synergie là. C'est vraiment un bel axe de croissance. Ça reste que c'est du liquide. L'expédition est chère. Faut faire attention pour être capable de faire de l'argent dans ce canal de distribution. Au Canada, on est dans tous les dépanneurs et toutes les épiceries. Donc, il faut être plus prudent. On s'assure que c'est vraiment un choix pour les consommateurs, que les consommateurs, s'ils préfèrent l'acheter en ligne versus dans un magasin de détail, qu'ils le fassent. Mais la notion de profitabilité est beaucoup plus importante parce qu'on veut surtout pas faire des spéciaux qui vont compétitionner, exemple, nos détaillants. Nos détaillants sont des partenaires. Puis en ligne, c'est vraiment un choix de consommateur. C'est vraiment l'approche. Je te dis, c'est un complément. Il y a des consommateurs qui préfèrent acheter en ligne. Il y a des consommateurs qui préfèrent acheter au détail. On veut s'assurer d'être là dans les deux cas. Intéressant. Tu l'as mentionné plus tôt, vous êtes une entreprise publique. Et là, je pense que ça peut être intéressant de comprendre, de décortiquer comment tout ça s'est mis en place et de voir par la suite les avantages et peut-être même les inconvénients qui peuvent venir d'une organisation qui est transigée sur le marché boursier. Donc, 2020, c'est le moment que vous faites votre entrée en bourse. De un, je tiens à dire félicitations. C'est un accomplissement qu'il n'y a pas beaucoup de gestionnaires et présidents d'entreprise qui, dans leur vie, vont atteindre. Donc, félicitations à toi et à ton équipe. Vous faites votre entrée via, et on va essayer de donner, peut-être d'éduquer notre audience s'ils ne savent pas exactement de quoi qu'on parle ici. Vous avez mené ce projet via ce qu'on appelle en anglais un RTO, donc un acronyme de Reverse Takeover. Essentiellement, ici, on parle d'acheter une entreprise publique, donc en l'occurrence ici, Gouro est une entreprise privée qui est venue acheter une organisation publique. Et là, par la suite, sachant qu'une acquisition est faite, vous pouvez devenir, par extension, une organisation publique. Première question que je te pose ici, avant qu'on décortique peut-être un petit peu cette approche-là, quelles raisons vous ont poussé à la base de vouloir rentrer sur le marché boursier? Ça revient un peu à l'histoire qu'on racontait plus tôt. On savait qu'on avait besoin de capitaux. On rencontrait des investisseurs privés. Et étant des entrepreneurs, on avait des offres qui avaient beaucoup de sens au niveau de la valorisation, mais qui nous causaient certains problèmes au niveau des termes ou des événements de liquidité. Ça devient un petit peu technique, mais les investisseurs privés, en général, vont investir à travers des fonds. Ces fonds-là, exemple, ont une durée de vie de 5 ans ou de 7 ans. Dans les fonds qui ont une durée de vie de 5 ans, mais il faut que ces investisseurs-là puissent avoir des événements de liquidité pour être capables de reprendre leurs fonds. Et là, il y a des termes pour ça, redemption clause, liquidation preference. En français, je les connais pas. Mais ça faisait que nous, moi et mes deux partenaires, on avait ensemble 80% de l'entreprise. On voulait pas se mettre dans une situation où dans 5 ans, on serait obligé de potentiellement vendre l'entreprise pour être capable de rembourser ces capitaux-là. Donc, c'est vraiment nos aviseurs, nos aviseurs banquiers et avocats qui nous ont dit, bien, ça n'est pas ces clauses-là. La fenêtre est ouverte présentement. Il y a une opportunité de rentrer en bourse. Les investisseurs ont soif d'entreprises de croissance dans le secteur des biens de consommation. Vous avez une belle histoire. Vous venez de multiplier vos ventes. Le temps est maintenant de pourquoi ne pas envisager une entrée en bourse. C'est vraiment les deux sources de capital auraient pu fonctionner. Il y en avait une qui avait plus d'avantages pour nous et on a décidé de poursuivre l'avenue publique. Deuxième question maintenant. Pourquoi l'avez-vous fait via un reverse takeover? Habituellement, pour, encore une fois, situer notre audience, c'est un peu moins dispendieux, moins coûteux, une approche de la sorte. Est-ce que ça a été le raisonnement initial ou il y a d'autres raisonnements également derrière ça? Et c'est pas nécessairement moins coûteux. C'est surtout plus rapide. Plus rapide, ça peut être plus coûteux, dépendamment de parce qu'il faut quand même que tu payes le montant pour la coquille. Hein? Mais plutôt, ça se fait juste beaucoup plus rapide. Nos banquiers, nos avocats nous disent qu'on a battu des records là, parce qu'on a décidé officiellement d'entrer en bourse dans le mois d'août. Je m'en souviens très bien parce que ma CFO, Angie et moi, on était en vacances. On avait accepté un meeting avec les banquiers et les avocats pour nous présenter ça. Puis c'est en plein milieu de nos vacances qu'on a dit, OK, au mois d'août, on décide que on s'en va en bourse. À partir de là, ça a été comme une tempête là, de travail
hyper intense pour rencontrer toutes les obligations. Puis le 2 novembre, on était en bourse. Fait que en termes de rapidité, selon nos banquiers, on a battu des records de vitesse sur le TSX entre le moment de décider d'entrer en bourse et le moment où notre stock a commencé à transiger sur le TSX. Énormément d'étapes, mais cette étape-là de RTU, c'était vraiment un élément de vitesse. À ce moment-là, il y avait des élections américaines qui s'en venaient. On pensait qu'elle allait peut-être changer. Donc, on voulait absolument entrer en bourse avant ce risque-là. C'était vraiment l'élément de vitesse qui était le principal motivateur. Je suis pas certain, moi je pense que c'est pas certain que ça nous a coûté moins cher de le faire comme ça, mais le résultat est exactement le même. À la fin de tout ça, le jour que ton action transige en bourse, c'est exactement la même chose. C'est juste une façon de passer moins de temps là, à établir le processus. Et est-ce que l'objectif, au final, avec du recul, est atteint? Est-ce que ça génère un petit peu les liquidités nécessaires pour aller à une autre phase de croissance? Est-ce que vous avez été content de l'approche? Absolument. Au début, on a eu un départ. La bourse, à ce moment-là, effectivement, était assoiffée d'histoires de croissance. Donc, on avait réussi, à l'entrée en bourse, on avait réussi à lever 35 millions pour investir dans notre croissance. Puis on avait un bon départ. Immédiatement après l'entrée en bourse, on savait aussi qu'une des prochaines étapes pour nous, ce serait de trouver notre bon partenaire de distribution. Donc, non seulement on est rentré en bourse le 2 novembre, mais dès le mois de fin janvier, février de l'année suivante, donc juste quelques mois après, on entamait nos discussions pour un partenariat de distribution avec PepsiCo au Canada. Et donc, on a commencé ces discussions-là. On a annoncé ça, si je me souviens bien, au mois de mai. Donc, pas longtemps après être entré en bourse, on a annoncé ce partenariat de distribution-là. On a fait une autre ronde de financement à ce moment-là pour s'assurer d'avoir les fonds pour être capable de jouer avec un aussi gros partenaire que PepsiCo. Parce que PepsiCo allait nous mettre au Canada dans l'ensemble des magasins. On savait qu'on allait avoir des grandes campagnes de marketing à faire pour soutenir la croissance. Pour la réponse courte, c'est que oui, on était très satisfaits. Naturellement, bon, il y a la bourse, c'est pas, le prix de l'action reflète pas toujours ce que la croissance de l'entreprise. Le marché a changé depuis ce temps-là. Les taux d'intérêt ont augmenté. Il y a eu une transition qui a été un petit peu plus difficile au début au niveau du partenariat de distribution avec PepsiCo. On était en plein dans la COVID. Si vous ne pouvez pas se souvenir, il y avait des pénuries de main-d'œuvre. Il y a eu un été où on a eu des ruptures de stock en magasin. Ça a fait mal à nos résultats un peu. Les investisseurs ont mal réagi. Mais là, depuis les 5 derniers trimestres, on rebâtit sur la croissance, réduction de la perte. Parce qu'on est effectivement en train d'investir l'argent qu'on a levé. Normal, c'est ce qu'on a dit. Mais là, les investisseurs sont plus dans, oui, on veut la croissance, mais on aimerait voir un retour à la profitabilité aussi. Gourou a toujours été une entreprise profitable dans le futur. Et de ramener Gourou à la profitabilité, c'est quelque chose que les investisseurs valorisent plus aujourd'hui qu'ils valorisaient en 2020 ou en 2020, c'était croissance à tout prix. Puis la profitabilité, on y arrivera. Et dis-moi, quelle est la différence entre diriger une organisation privée et une organisation publique? 11 semaines sur 13 dans un trimestre, c'est pas différent. OK. Il y a 2 semaines par trimestre que ça devient très exigeant. D'un côté, c'est exigeant. C'est encore plus exigeant pour Émilie, notre CFO, que pour moi, la préparation de ça. C'est elle qui prépare tous les documents, les approbations, etc., les board meetings à chacun des trimestres, les audit committee. Il y a une structure de coûts additionnels d'être en bourse. Le bénéfice, quand même, c'est que ça force une rigueur une fois par trimestre. Là, on retombe dans la maîtrise. Ça force le fait de comprendre tout sur ton organisation une fois par trimestre, d'être prêt à peu près à n'importe quelle question, parce qu'on se prépare pour les questions des investisseurs, des analystes. Donc, il y a quand même un bénéfice, mais c'est exigeant. Donc, tu sais, 2 semaines sur 13, c'est plus de 10% de notre temps. C'est pas 20%, mais pas loin. Donc, il y a quand même du temps qui est mis dans ça. C'est exigeant pour CEO, CFO. C'est spécialement exigeant pour une petite entreprise, parce que oui, on est une compagnie en bourse, mais on est une très petite entreprise pour une entreprise en bourse. Donc, on n'a pas une grande équipe de relations avec les investisseurs et de préparation. Donc, c'est vraiment nous qui le faisons. Puis, je serais curieux de t'entendre ici maintenant. Vous avez fait, comme tu l'as mentionné, une forte croissance. Vous êtes passé de 5 à 30 millions de revenus depuis ton arrivée. Encore une fois, félicitations, c'est assez exceptionnel tout ça.
Une belle partie de la croissance s'est faite quand vous étiez privé. Une belle partie de la croissance se fait également quand vous êtes public. De quelle façon ça peut aider à accélérer une croissance? Bien entendu, les capitaux, mais si on enlève les capitaux, est-ce qu'il y a un facteur marketing, un facteur visibilité qui s'installe? Parce que c'est ça aussi, c'est-à-dire que là, on va parler plus de vous. Vous avez des annonces à faire, on peut être repris dans les médias. Vous êtes une organisation qui a besoin constamment de visibilité dans la catégorie que vous opérez. Des produits qui sont pas tellement dispendieux et on doit avoir un gros volume de clients. Comment vous avez été capable d'analyser un petit peu la croissance que le marché public peut vous donner? C'est la quantifier. Clairement, il y a eu de la visibilité pour GoRo. La marque, c'est principalement au Québec, là, fait que un petit peu autour dans la communauté de la finance. Fait que c'est certain qu'il y a une petite partie de ça, mais ce qui nous a permis le plus d'alimenter notre croissance, c'est vraiment les capitaux qu'on a levés parce qu'on était une compagnie publique. Et le partenariat qu'on était capable de faire avec PepsiCo parce qu'on avait maintenant les moyens, parce qu'on était une compagnie publique. Parce que l'autre chose qui est importante, tu parles c'est important de comprendre ça pour les gens qui regardent ça. S'il y a eu une belle croissance depuis qu'on est public, mais cette croissance-là, elle a l'air moins grande même parce que dans le partenariat avec PepsiCo, on a réduit nos prix significativement pour leur donner de marge versus le prix qu'on vendait directement aux détaillants. Et si on n'avait pas réduit ces prix-là, c'est comme en volume, c'est comme l'équivalent si on avait passé de 22 millions à 37, 38 millions. Même si nos chiffres là montent plus comme 30, un petit peu plus de 30 millions, on est vraiment plus dans une croissance beaucoup plus grande. La croissance en volume a été énorme. Malheureusement, il y a une réduction de nos prix qui fait que malgré notre croissance en volume, nos dollars n'ont pas grandi tant que ça. C'est juste important de comprendre ça parce que si on regarde le nombre de canettes de GoRo qui sont bues, il y en a énormément plus depuis qu'ils sont en bourse, mais je pense pas que le marketing du fait d'être public, à part peut-être avec les communautés des investisseurs ou les gens qui sont devenus des actionnaires de GoRo, qui naturellement y croient, peut-être eux sont plus portés à en boire ou à en recommander à leurs amis, mais je pense pas que c'est une énorme différence dans notre croissance. C'est plus le marketing, la distribution qui fait la croissance. Et parlons-en dans ce cas-là. On l'attribue au marketing, à la distribution. Peux-tu nous dire un petit peu, selon toi, des éléments spécifiques qui ont fait que vous avez été capable d'accélérer autant? Toi qui es une personne de vente et de marketing, peut-être tu peux entourer les éléments qui ont vraiment passé de l'entreprise de croissance à hypercroissance? Ça revient encore toujours au même. Il y a deux piliers à faire. Il y a la distribution. Fait que je dirais que dans les premières années ou dans les premiers mois après mon entrée, ce qui a le plus accéléré notre croissance, c'est des gains de distribution. Donc, d'avoir plus de magasins. Donc, gagner des magasins qui vendent chacun un certain nombre de canettes. Exemple, un magasin moyen qui vend, à ce moment-là, qui vendait peut-être une vingtaine de canettes par semaine, mais tu rajoutes des milliers de magasins qui vendent vingtaine. C'est un élément qui est la première étape à faire, je pense. Mais c'est pas assez. Donc, après ça, c'est augmenter la vélocité. Comment ça augmente la vélocité? Ben, une chose qui a toujours super bien fonctionné pour nous puis qu'on a accéléré, c'est tout ce qui est échantillonnage, sampling, commandite produit. Donc, on appelle ça partager la bonne énergie, mais avec nos fans, avec les bons événements, en 2013, ce qui commençait, existait déjà l'Instagram. Je me souviens, je suis rentré chez GoRo, je pense qu'on avait comme 40 followers sur Instagram, quelque chose comme ça. Mais il y avait des fans dans ça, puis de commencer à donner du GoRo à nos fans d'une façon, encore une fois, hyper authentique. On donnait pas d'argent, on payait pas pour que des gens parlent de notre marque, mais on donnait le produit à nos fans. Ces gens-là partageaient à leur tour à travers les médias sociaux. Donc, il y a eu un gros élément de médias sociaux. On pourrait appeler ça quand même influenceurs, mais dans le sens friends and family. Donc, des amis qui recommandent à leurs amis à travers, soit en contact face à face ou à travers les médias sociaux. Et ça a commencé à accélérer notre croissance, accélérer le momentum de la marque, bien positionner la marque aussi comme une alternative naturelle et bio. C'est le changement aussi dans le positionnement du marketing. GoRo avait été bâti comme même si ça avait toujours été naturel, au départ, c'était perçu comme une autre boisson énergisante. Donc, juste ramener le côté plus naturel, plus sain pour la santé, puis changer le positionnement un petit peu de ça. Ça l'a aidé. Après ça, au Québec, il y a des investissements qu'on a faits comme Occupation Double qui a fait une bonne différence. Occupation Double, ça a beaucoup amélioré la notoriété de la marque, spécialement en dehors des grands centres. Donc, GoRo était quand même assez bien connu, Montréal, à Québec, mais dans les régions rurales, était peut-être un petit peu moins connu. Ça nous a amené aussi un réseau de gens qui voyaient plus la marque, qui comprenaient mieux la marque, puis qui ont voulu faire des partenariats avec nous autres.
Dans le reste du Canada, on reprend pas mal la même stratégie. Il y a eu beaucoup d'échantillonnage avec un petit peu moins de résultats parce qu'encore une fois, on était dans la COVID. On a lancé en 2020, 2021. Donc, des bonnes occasions d'échantillonnage et de commandite. Dans ces années-là, il y en avait moins. Mais on partait vraiment de zéro. Hein, on partait vraiment de zéro en Ontario dans l'Ouest. Et maintenant, la notoriété de la marque est partie de zéro à un petit peu plus de 30 %. Donc, il y a 30 % des consommateurs qui nous connaissent, alors que il y a quelques années, il y avait rien. Naturellement, nos ambitions sont plus grandes que ça. Au Québec, on est rendu avec une notoriété de 80 %. Donc, ça, c'est parmi les grandes marques au Québec. Et 80 % des consommateurs au Québec connaissent GoRo. Très, très, très élevé. Parmi les grandes marques du Québec, là, quand on passe à travers la liste, des marques québécoises, il y a plus de 80 % de notoriété, il n'y en a pas haut. Donc, on est vraiment fiers d'avoir établi ça, mais le grand défi pour nous, c'est de dire, on pense que GoRo, c'est le futur de l'industrie des boissons énergisantes. C'est pas juste le futur des boissons énergisantes au Québec, mais c'est aussi le futur des boissons énergisantes en Ontario, dans l'Ouest et aux États-Unis. Puis on sait que ça va prendre de la discipline, du travail, de la rigueur à travers le temps pour y aller. Ça fait partie du jeu et c'est la beauté du jeu de l'entrepreneuriat aussi. Puis, dis-moi, à quoi peut-on s'attendre pour la suite? Les 12, les 24, les 36 prochains mois avec GoRo? C'est là que ça devient un petit peu plus sensible parce qu'on est public. Bien sûr. Fait qu'on donne pas de ce qu'on appelle guidance, je sais pas ce que ça se dit en français, mais je peux certainement parler des vecteurs de croissance. Parce que ça, c'est quelque chose qui est public, qui est dans nos documentations. Je pense que ce qu'on peut s'attendre, c'est que GoRo continue à pénétrer des nouveaux marchés. Et qu'il continue à investir au Québec pour grandir cette marque-là, parce qu'il y a encore énormément de potentiel. Malgré qu'on a 80 % de notoriété, ça me surprend toujours de savoir qu'on a juste 15 % de part de marché. Donc, il y a encore 85 % des gens au Québec qui boivent des boissons énergisantes, qui boivent majoritairement du Red Bull et du Monster, avec une longue liste d'ingrédients chimiques. Ça me surprend toujours quand j'entends ça. Les 18-24, beaucoup moins, parce qu'on est le leader parmi les 18-24. Mais parmi une clientèle qui boivent des boissons énergisantes depuis longtemps, il y en a encore qui n'ont pas encore fait ce changement-là à une option qui est beaucoup plus saine. Fait que ça, je pense que ça va continuer à s'opérer au Québec. Puis qu'on va continuer à investir dans des vecteurs de croissance, supporter le partenariat de PepsiCo, spécialement à Toronto, à Vancouver, où on voit beaucoup plus de traction. Encore une fois, quand on regarde où est-ce qu'il est notre consommateur GoRo, il est plus dans les grands centres urbains. Donc, Toronto, Vancouver, Calgary. Puis aux États-Unis, ça revient encore. Ce qui est excitant pour nous aux États-Unis, c'est la croissance dans les bannières qu'on a parlé, les bannières qui attirent les bons consommateurs, les bannières du segment des magasins d'aliments naturels, les épiceries haut de gamme qui attirent une clientèle plus haut de gamme, qui recherche des produits qui sont plus sains. Costco fait partie de ces vecteurs de croissance-là. On est super excités parce que là, on est chez Costco dans le Midwest, on est chez Costco en Californie, mais naturellement, on va avoir d'autres rotations dans d'autres régions chez Costco. Puis Amazon, juste peut-être te donner 2 points de vue, là, mais quand on regarde l'industrie des boissons énergisantes au Canada, c'est 500 millions à peu près US dollars. De l'industrie totale au Canada, c'est 500 millions. Les boissons énergisantes vendues sur Amazon, c'est 500 millions aussi. Donc, quelques points de part de marché sur Amazon, ça donne autant de revenus que quelques points de part de marché au Canada. Costco, même chose. Costco vend autant de boissons énergisantes aux États-Unis que ce qui se vend au Canada au complet. Donc, d'aller chercher quelques points chez Costco, quelques points chez Amazon, peut multiplier nos ventes. L'industrie aux États-Unis, c'est 20 milliards de dollars en Amérique du Nord. C'est vraiment d'aller chercher les bons consommateurs. On n'a pas besoin d'une grosse part de marché pour transformer notre entreprise. Ça paraît facile de même, ce n'est pas. C'est vraiment pas facile d'aller chercher Mais le plan est là. C'est pas facile d'aller chercher quelques points de distribution de part de marché chez Amazon et chez Costco, mais il y a tellement de potentiel. C'est juste d'être ciblé dans nos investissements marketing, ciblé dans notre distribution pour s'assurer d'aller chercher des consommateurs. Parce qu'une fois qu'on sait que les consommateurs viennent chez GoRo, ils sont extrêmement loyaux. Ça, c'est la force de GoRo. Les gens qui viennent à GoRo ne repartent pas. Mais ça coûte quand même cher de les amener. Intéressant. Des petites questions personnelles pour terminer, Carl. Est-ce que tu es un amateur de lecture? Est-ce que des livres d'affaires qui ont marqué ton imaginaire? En fait, les seules lectures que je fais formelles, c'est des livres d'affaires. Dernièrement, je dirais que je peux s'intéresser justement à tout l'élément. Tu sais, je parlais de distribution, mais l'élément créer de la demande. Fait que je lis beaucoup de livres sur le marketing, de comment les choses deviennent virales, contagious. Donc, un des livres que j'ai lu récemment, c'est Contagious. Bien sûr. Propose certaines étapes, là, comment certains mouvements deviennent contagieux ou viraux. Il y avait Fizz l'autre, c'est vrai que Fizz, je l'ai ici, ça c'en est un autre qui
qui était Power of Word of Mouth. Il y en a même un québécois, Conversation Capital, qui avait été écrit par Bertrand Sedbet chez Sidley. Donc, c'est un genre de livre-là. Ils sont tournés vers le marketing. Fantastique. Podcast, est-ce que tu en écoutes un peu? Passe beaucoup de temps sur les médias sociaux pour l'entreprise. Fait que souvent, ce qui m'amène à certains podcasts, c'est les médias sociaux. Parce qu'il m'intéresse encore une fois dans les médias sociaux, autant que ce soit TikTok, Instagram, je suis certaines pages sur le leadership, sur le marketing, sur comment avoir de l'attraction sur les médias sociaux. J'ai comme des folders où je sauve le meilleur contenu. Ça m'amène à des podcasts qui sont variés. C'est pas nécessairement le même podcast, mais c'est souvent très, très lié à notre industrie. Soit l'industrie du breuvage, soit l'industrie du marketing. Comme entre autres, il y a Taste Radio qui est comme fait par BevNet, là, qui est comme le leader dans tout ce qui est publication sur le breuvage. Dernièrement, il y a une fille avec qui on a commencé à travailler sur TikTok qui a eu quelques vidéos virales, qui fait aussi des podcasts. Son nom, c'est Camille Moore. Une jeune femme de Toronto qui parle de marketing, de médias sociaux. Puis elle a une business qui s'appelle Third Eye Insights. On a commencé à la suivre sur les médias sociaux. Après ça, on a planifié une rencontre avec elle pour justement amener du sang neuf, des nouvelles idées sur comment adapter notre stratégie de contenu sur les médias sociaux. Ça change continuellement. Les algorithmes changent continuellement. Le monde des influenceurs change continuellement. Il faut s'adapter à quel genre de contenu on va pousser sur les médias sociaux. Je dirais que c'est pas mal ça. C'est très, très varié parce que ça vient selon les médias sociaux, c'est bien fait pour ça parce que plus tu as un intérêt dans quelque chose, plus l'algorithme va te pousser. Ça te permet de choisir un peu le contenu qui m'intéresse, d'avoir le résumé sur les médias sociaux, mais d'avoir la longue version sur les podcasts ou sur YouTube quand ça m'intéresse un peu plus. Intéressant. Et pour terminer, routine. Quelle est la routine du président avant, pendant et après le travail? Il y a comme un lien avec un autre livre qu'on a implanté, c'était Scaling Up. Ouais, Scaling Up. Scaling Up de Vern Harnish. C'est pas mal. J'ai beaucoup cru en ça, qu'il y a comme une certaine liberté dans la routine. Donc, c'est pas tant que ça mes journées qui sont routinières, parce que ça change tout le temps, mais on essaie d'établir au niveau corporatif, on appelle ça le heartbeat ou le battement de cœur de l'organisation. Exemple, si je parle d'une semaine, tous mes lundis commencent avec un meeting avec l'équipe exécutive, suivi de tout ce qu'on appelle les one-on-one. Donc, les lundis peuvent être virtuels parce que c'est des touch base où on se donne un petit update sur c'est quoi les bonnes nouvelles de la semaine, c'est quoi les roadblocks, c'est quoi les priorités. Puis après ça me permet d'approfondir ça dans mes one-on-one. Donc, les lundis sont à peu près tout le temps pareil. Puis les vendredis, c'est toujours un genre de wrap-up de la semaine, préparer l'agenda du meeting du lundi, de voir ce qu'on a accompli dans la semaine. On appelle ça un peu comme le clean finish. Puis entre ça, on a un meeting là, il y a un processus chez nous qui guide pas mal toute l'organisation, c'est notre processus de SNOP. Puis il y a une fille chez nous, Julie, qui gère ça, mais c'est elle qui nous garde un peu tout sur la bonne. Mais c'est une fois par mois où on approfondit tout ce qui s'est passé dans les ventes, les opérations, le marketing, où est-ce qu'on en est versus nos KPIs. Donc une fois par mois, c'est un vrai pulse check sérieux. Une fois par semaine, c'est toute notre touch base avec des one-on-one. Une fois par trimestre, c'est nos résultats. Je pense que je dirais une fois par semaine, une fois par mois, puis une fois par trimestre, c'est vraiment un peu moi mon heartbeat. La seule chose que j'ai pas fait, c'est le fameux Daily Huddle. Il y en a qui aiment beaucoup ça. Moi, je trouve que Daily Huddle, c'est pas mon style, mais je peux voir les bénéfices de ça dans certaines équipes, mais je pense pas que ça s'applique pas à mon équipe exécutive qui voyage, qui sont Je pense qu'il faut prendre des choses avec un petit peu des pincettes des fois. C'est-à-dire que je connais bien la stratégie Scaling Up, puis effectivement, de faire des appels quotidiens de 5-10 minutes, ça peut être bon, mais au final, si tu es capable, comme tu dis, d'avoir ce tempo-là qui s'installe une fois par semaine, une fois par mois, ultimement une fois par trimestre, c'est comme ça qu'on est capable de garder les objectifs de vue, puis s'assurer qu'on est capable de les atteindre également et d'ajuster si on les atteint pas. C'est ça. Nous, le Daily Huddle, je pense qu'on a nos chats. On a nos chats sur Teams, puis c'est le même qu'on regarde au courant de ce qui se passe en temps réel, sans avoir besoin. Mais écoute, j'ai des collègues de d'autres entreprises qui adorent le concept du Daily Huddle. C'est pas pour moi, c'est pas pour Gourou. Bien sûr. Carl, ça a été fascinant de discuter avec toi aujourd'hui. Belle histoire la tienne, belle histoire celle de Gourou. Si on veut en apprendre plus, meilleur endroit pour vous rejoindre? LinkedIn, je pense que c'est le plus facile. Ouais, LinkedIn, c'est le plus facile. Sinon, à travers notre site web, il y a une adresse courriel là. Carl@guruenergy.com, c'est aussi super facile pour moi. Les médias sociaux, on est super actifs. On répond à tous les messages sur les médias sociaux. On adore ça quand on a des fans qui nous taguent.
Fait qu'il y a Guru Énergie sur Instagram ou Guru Energy Drink, le compte anglais, on est sur TikTok aussi. Donc, il y a une équipe qui s'occupe de gérer la communauté et de répondre à un maximum de messages. Fantastique. On mettra des liens dans les notes de l'épisode. Carl Goyette, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode du podcast Hypercroissance.